Bonjour à tous, et tout le monde s'en fout. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une web-série à succès qui parle de sujets qui paraissent finalement assez banals, mais qui ne le sont pas du tout. L'argent, l'estime de soi, les émotions, voilà, c'est la façon d'en parler qui peut changer le monde. En tous les cas, c'est le projet de cette série. Sur YouTube, elle cumule 328 000 abonnés, 13 millions de vues dans 22 pays. C'est bien qu'il y a un ingrédient qui fait mouche dans cette série, et moi, cet ingrédient, je voudrais vous le faire découvrir aujourd'hui. À vous qui, parfois, quand vous discutez avec vos collègues, avec vos chefs, vous aimeriez bien élever le débat un petit peu pour faire avancer les choses et puis surtout face aux trucs qui vous agacent dans l'entreprise. Ce boulot-là, les 3 auteurs de la série l'ont fait, le font en permanence et on est bien content de les recevoir aujourd'hui. Fabrice et Marc Deboni et Axel Latuada, ils ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. Préparez vos questions et comme dirait le personnage principal de la série, utilisez vos doigts. On se retrouve tout de suite. Axel Latuada, Fabrice et Marc Deboni, voilà, c'est dans le bon ordre. Donc deux frères et un ami, on va dire, vous êtes à l'origine de cette série. Alors en 2 mots, on va définir le rôle de chacun dans le groupe, dans ce collectif, dans ce collectif qui a créé cette web-série. Je commence par vous, Marc. Donc moi, je suis journaliste et spin doctor, comme on dit, c'est-à-dire en français, les sujets, script en fait. consultant. Ouais. Alors, les sujets, on les décide ensemble. Moi, je vais travailler à la structuration un petit peu du plan, du propos, définir l'angle, vérifier les informations et faire en sorte que toute la partie data qu'il peut y avoir dans nos épisodes soit relativement fiable et sourcée et vérifiable. Voilà, relativement, on y reviendra. Fabrice, votre rôle dans la série? Donc moi je suis un des auteurs, je suis le réalisateur. Voilà, je suis aussi un coach en neurosciences appliquées dans la vie. Bah oui, voilà. C'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Voilà, donc j'apporte un peu de contenu, un peu avec mon deuxième métier dans la série, mais principalement ce que je fais, c'est que je réalise, voilà. Donc vous faites en sorte que ce soit des épisodes je fais en sorte que tout soit cohérent, que la série se ressemble de A à Z, qu'il y ait un ton, que le personnage il ait une évolution au fur et à mesure de la série. Je fais attention à ce que ça soit et tout le monde s'en fout, que ça ressemble et tout le monde s'en fout au final, quoi, dans le ton, l'image, le rythme. Axel Latuada, vous êtes l'acteur, vous connaissez. Moi, je suis un des auteurs aussi et comédien, donc c'est aussi le monteur. Et aussi le monteur, c'est vrai. Et donc c'est vous, c'est à vous qu'on doit ce montage hyper dynamique, hyper punchy. On va passer des images tout à l'heure. J'ai montage pendant longtemps, donc un truc que je maîtrise un peu. Donc c'est pour ça que c'est si réussi. Alors il y a d'autres gens dans l'équipe, je crois. Oui, on est 8 en tout, parfois 9. Ouais. Oui, c'est ça, on vous voit, vous, surtout tous les 3, mais finalement, l'équipe a grossi depuis la création il y a 1 an. C'est ça. Dans votre web-série, je le disais, vous abordez des sujets qui sont finalement qui touchent les gens, les préoccupations des gens en général. C'est très large, il y a 21 épisodes en ligne pour le moment. Et je trouve qu'il y a des sujets qui peuvent tout particulièrement intéresser le peuple de l'entreprise, comme je dis, c'est-à-dire des sujets qui finalement peuvent aider les managers à mieux travailler avec leurs équipes. On y apprend des concepts clés très inspirants. Et je vous propose de faire une petite analyse en fait, d'un des épisodes qui est en ligne en ce moment, donc qui concerne la vérité, le thème de la vérité. On va le lancer et on y reviendra dessus. Je veux bien avoir vos commentaires, si vous en êtes d'accord. Très bien. Ça marche. I don't want to set the world on fire. J'aimerais bien qu'on arrête d'être sûr d'un truc qui n'existe pas. La vérité. Tu sais, tous les trucs dans le monde sur lesquels tu penses avoir raison. La société, les hommes, les femmes, les autres, toi-même. Oh, j'ai ramené mon album photo de quand j'ai raison. Regarde, là c'est quand j'ai eu raison le mois dernier. Là c'est quand j'ai eu raison à la montagne. Et ça, c'est la photo de quand j'ai eu raison de prendre une photo parce que j'avais raison. Ce que je veux dire, c'est que ta vérité, elle est juste fondée sur tes croyances. Et ce que j'appelle ici une croyance, c'est toutes les opinions et les pensées que tu as dans ta tête et que tu considères comme étant la vérité. Écoutez, ça fait 2 fois que je vous demande de m'amener un verre à moitié vide et vous me ramenez encore un verre à moitié plein. Comment on fait? Donc la vérité, c'est subjectif. Et non, ça ne dépend pas de ce que la majorité des gens peuvent penser. C'est pas parce que plein de gens ont tort, même si c'est depuis longtemps, que ça veut dire qu'ils ont raison. Alors là, vraiment n'importe quoi, t'as complètement craqué. Mes opinions, des fois, elles sont vraies. D'ailleurs, je vois bien qu'il y a
plein de gens qui me confirment. Je crois que ton cerveau est myope. D'ailleurs, une de ses fonctions essentielles à ton cerveau, c'est de confirmer ce que tu crois déjà. En gros, plus tu crois un truc, et plus ton cerveau va sélectionner dans la réalité des détails qu'il va mettre bout à bout pour te prouver que ce que tu crois, c'est la vérité. Et pour bien enfoncer le clou de la certitude dans ton crâne, selon le psychologue cognitiviste Stanislas Dehaene, je sais pas comment ça se prononce, et sa théorie dite du cerveau bayésien présentée en 2012, quand il te manque des infos sur quelque chose, ton cerveau comble automatiquement les trous en piochant dans ta tête dans les trucs que tu crois déjà savoir pour te construire une belle vision du monde, de toute façon limitée par ce que tu crois. En gros, ton cerveau, il fabrique de la vraisemblance. Mais la vraisemblance, c'est juste ce qui est semblable au vrai. Donc tu vois bien que c'est pas vraiment vrai. Ensuite, selon le psychologue et coach David Lefrançois, tes pensées conscientes, elles ont une vitesse de 2000 bits secondes. Mais comme le confirme le coach et conférencier HEC Eric Chabot, tes pensées inconscientes, elles traitent 400 milliards de bits à la seconde. Tu peux les compter si tu veux. Du coup, tu te rends bien compte que tout ce que tu penses consciemment, c'est qu'une toute petite sélection des informations qui existent. Et cette sélection ridicule, elle est là pour te prouver tes croyances. Oui, c'est le cerveau, j'écoute. Sur quoi on porte son attention aujourd'hui? Bouge pas. Ah bah tiens, ça c'est le sens de sa vie, ça l'intéresse ça, non? Non, il pense que la vie c'est de la merde. Ok, tu m'isoles le ciel gris, tu montes le son du marteau-piqueur et tu me fais un beau zoom sur la flaque de pisse à gauche là. Ah bah si, comme ça, avec un peu de chance, il va glisser dessus et ça va bien correspondre à l'opinion qu'il a de la vie. Et ce qui est drôle, c'est que 98% de ses pensées conscientes, c'est les mêmes qu'hier. La partie de ton cerveau qui s'occupe de faire le tri, c'est le système réticulé activateur. Non, enlève la souris de la petite croix sur la fenêtre. Bon, pour faire vite, c'est une structure nerveuse découverte en 49 par Horace Magoun et Giuseppe Moruzzi qui contrôle entre autres ton éveil, mais aussi ton attention. Voilà, bon, on est tous morts de rire sur le plateau et j'espère que c'est pareil chez vous. Donc on va revenir sur les ingrédients après, mais là je voudrais me concentrer sur le fond, c'est-à-dire qu'on dirait une séance de coaching en fait. Il y a exposé du problème, les questions, l'explication et puis les solutions. C'est comme ça que vous les avez bâtis en fait. Ouais, c'est ce qui est important pour nous en fait. Axel. On voulait mettre en avant des problèmes entre guillemets et surtout proposer des solutions parce qu'on ne peut pas exposer aux gens ce qui ne va pas chez eux et les laisser comme ça dans le néant, c'est pas sympa de faire ça. Donc là, sur cet épisode La Vérité, c'est un épisode sur les biais cognitifs. Si j'ai bien compris. Hein. Quand vous dites, quand il te manque des infos sur quelque chose, ton cerveau comble automatiquement les trous, blablabla. En gros, ton cerveau, il fabrique de la vraisemblance. Vous êtes en train de nous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est quoi les biais cognitifs ? En fait, c'est surtout un épisode sur les croyances plus que sur le biais cognitif. Le biais cognitif, c'est plutôt en fait quand vous n'avez pas une information sur quelque chose, votre cerveau va compléter en fait cette information par quelque chose qu'il va imaginer en fait, et ce qu'il va imaginer va être fondé sur ce que vous croyez. L'épisode en fait il traite surtout en fait de qu'est-ce que c'est qu'une croyance et surtout par le fait que beaucoup de gens souvent confondent en fait ce que peut être une croyance et leur valeur. Et en fait, c'est grave, docteur. Alors c'est grave parce que une croyance, en fait, c'est quelque chose que vous mettez en place dans votre vie à un moment donné et qui vous aide. Okay, mais comme vous évoluez tout au long de votre vie, que votre environnement évolue, cette même stratégie, car c'est une stratégie qui vous a aidé à un moment donné, vous aidera plus dans une autre situation à un autre moment donné. Et si vous pensez que cette stratégie, elle définit votre identité, vous allez vous refuser de la lâcher. Et vous direz, ça, jamais de la vie je ferai ça, jamais de la vie je ferai ça. Donc, vraiment, vous êtes dans des situations bloquées, en fait, dans lesquelles vous ne pourrez pas, évoluer et faire évoluer votre environnement. Exemple en entreprise, Marc, je sais pas si... Pardon, je vous ai coupé. Alors, juste pour compléter ce qu'il disait, la matière première de notre série et de cet épisode-là, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire c'est une sensation de malaise existentiel qui peut concerner les individus, aussi des structures. Il y a des structures elles-mêmes en dissonance cognitive, c'est-à-dire quand une action, par exemple, rentre en contradiction avec une valeur, ce qu'on expliquait là. Les valeurs, c'est les trucs qu'on a en nous depuis l'enfance. C'est pourquoi vous faites les choses, les valeurs. Ouais. C'est simple. Et la croyance, c'est comment vous faites les choses. Voilà. Ok. Et quand un de ces trois éléments rentre en contradiction avec un ou deux des autres, en fait, ça crée ce sentiment de malaise. Ça crée ce sentiment souvent qui débouche sur un blocage, un cul-de-sac, une impossibilité d'avancer. Et voir l'émergence de sentiments négatifs, de souffrance. Exemple en entreprise, je pense à un truc, quelqu'un qui dit « Ah mais moi je peux pas prendre la parole en public ». C'est une croyance. Ça c'est quoi? C'est une croyance. C'est une croyance, c'est son contexte, c'est ce qu'il a vécu dans sa vie qui fait qu'il s'est mis à croire ça. Et comme il croit ça de lui-même, son cerveau, en fait, il va prouver en cherchant dans la réalité des éléments
Qui montre conforte qu'il a son truc, raison ouais, de croire Ok. ça en fait. Et le manager, il peut faire quoi du coup? Il peut y avoir aller vers de l'empowerment. En fait, c'est un peu un de nos vecteurs dans la série. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque épisode. On parlait tout à l'heure de livrer une solution. L'idée, c'est de redonner en fait confiance et estime dans le salarié. C'est de lui permettre de se solidifier pour qu'il puisse franchir un petit peu cette espèce de barrière mentale que souvent il va se construire tout seul avec ses angoisses. Ce que peut faire le manager aussi, c'est de vraiment investir du temps et de la conscience sur qu'est-ce que c'est que les valeurs de son entreprise. Et comprendre que les valeurs de son entreprise, c'est pas juste 3 mots qui servent à faire du buzz et à faire sur une belle affiche. Ça a beaucoup plus de sens que ça. Parce que s'il est vraiment en maîtrise de ses valeurs, en fait, de son entreprise, de savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi celle-là et pas les autres, à partir de là, il peut en déduire ses croyances. Et comprendre qu'en fait, tous les moyens qu'il a en fait, de pouvoir faire du business, etc., c'est des croyances, c'est des stratégies, mais qui doivent à chaque fois servir en fait ces valeurs-là. Par exemple, si la valeur de votre entreprise c'est la liberté, vous pouvez déduire 1 milliard d'activités autour en fait de ce que représente la liberté. La liberté, oui, j'en entendais parler hier soir. Par exemple, il y a une cérémonie qui récompense les entreprises où il fait bon travailler. Voilà. Et la plupart des boîtes, de ces boîtes-là, ont comme valeur la liberté des salariés. Voilà. Donc, bon, c'est un Le truc, concept. c'est d'aligner ses actions et ses valeurs. En fait. Ouais. Voilà. Vous parliez d'un exemple tout à l'heure, j'ai en tête récemment aux États-Unis ce scandale où il y avait des fabricants de médicaments qui se sont mis à faire de la spéculation sur le prix. Et notamment cet homme d'affaires qui avait racheté toute une gamme de médicaments qui concernent le traitement du sida, qui a fait exploser les tarifs pour faire fortune. Là, on voit bien qu'il y a une entreprise de base dont la démarche est soigner et délivrer voilà, des contenus médicamenteux accessibles à tout le monde, qu'il a fait pendant des années, et tout d'un coup, une rupture. En fait, c'est-à-dire qu'elle devient une entreprise d'hyper-profit, elle se met à spéculer sur le prix de ses médicaments. Du coup, l'image s'effondre, ça crée une dissonance cognitive. Là, on n'est plus chez une personne, mais à l'échelle de. Oui, et on l'entreprise imagine elle-même. les salariés qui bossent dans cette boîte. Pour les salariés, c'est terrible. Pour l'image de la boîte, c'est catastrophique. Pour le patron, n'en parlons même pas, puisque aujourd'hui, il est en procès, il est en train de tout perdre. Ouais. Donc, on voit les bien, conséquences très très graves que ça peut avoir. En fait, on voit que vos épisodes, Fabrice, en particulier le neuroscientifique de service, pardon, je m'adresse à vous comme ça, on comprend que vos épisodes, ils servent à montrer combien les découvertes en neurosciences peuvent aider à mieux travailler, à mieux manager. Je me trompe ou pas? Oui, c'est le cas. Oui, c'est tout à fait Si. le cas. En tout cas, c'est ma conviction. Vous pouvez me dire non. Hein. Non, c'est ma conviction. Je vais juste y mettre une limite, en fait. Parce que la neuroscience, c'est une chose. Moi, déjà, je ne suis pas neuroscientifique. Je suis un coach, ce qui n'est pas pareil. Ouais. C'est-à-dire que je ne mets pas mon œil dans des microscopes pour observer des vrais cerveaux. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique, en fait, des techniques, en fait, observées en neurosciences. Et l'application, en fait, de ces techniques, elle est fondamentale parce qu'elle est fondée sur un comportement qui est la bienveillance. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élément transitoire qui va permettre de passer de ce qui est extrêmement technique à quelque chose qui devient humain. Parce que vous ne pouvez pas en fait appliquer des techniques scientifiques de neurosciences de façon arbitraire à tous les humains du monde. Oui, comme ça. Voilà, quand vous avez une boîte, une entreprise, chaque employé il est différent et en plus il va être différent en fonction du jour et de l'humeur et de pourquoi et qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie. Donc il faut être souple. Okay. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans le coaching. C'est justement à être souple, à être humain. C'est une science molle, entre guillemets. Mais le manager, il n'est pas forcément obligé de se faire coacher tout le temps. Il peut aussi lui-même travailler sur, bien entendu, sur ses acquis. Et je trouve que votre série, elle aide justement à ça. Alors, il y a des oui, épisodes qui peuvent aider à ça. On en cite quelques-uns. Vous parliez tout à l'heure du pouvoir, par exemple. Oui, le triangle de Karpman. Alors, c'est quoi le triangle de Karpman, par exemple? C'est super important de connaître le triangle de Karpman parce que c'est un modèle qu'on met tous en application dans nos vies tous les jours sans le savoir. Oui, c'est Karpman. On n'est pas Karpman. Ouais, d'accord. Poisson avec une cape. Axel, vous avez c'est simplement 30 secondes. 30 secondes pour résumer Karpman. Ok. C'est un triangle dans lequel on s'enferme en boucle, où on se met dans des rôles en fait. Il y a 3 rôles, c'est le rôle de la victime, le rôle du bourreau et le rôle du sauveur. Et en fait, l'un implique l'autre. Et dans l'entreprise, ça peut s'appliquer aussi. Bien sûr, mais dans toute forme de relation en fait. Ouais. Dans toute forme de relation, si on observe, on va tout le temps passer de l'un à l'autre pour des petites choses, des grandes choses. Ça peut être à la boulangerie, ça peut être pendant une réunion de taf en fait. Ouais. Dans une réunion de taf, par exemple, le bourreau, c'est qui? C'est celui qui s'en prend plein la tête. Peu importe en fait, il n'y a pas de début de fin, c'est-à-dire que c'est vraiment changer même au cours d'une réunion. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un triangle dans lequel on s'enferme. Et l'important, c'est que quand ça se met en place, il faut le repérer et il faut en sortir.
D'accord. Et on sort de la victimisation, on sort du bourreau, on sort du sauveur. Et donc chacun reprend sa place en fait. Ok, on va dans quelques secondes voir justement quels sont les ingrédients qui constituent la série, parce que c'est aussi très important et ça fait partie de la mécanique. Avant ça, on a eu une question tout à l'heure, je ne vous ai pas oublié, par contre je me souviens plus de votre prénom. C'était Guylaine, je crois. Guylaine, Guylaine, voilà. ouais. Bravo, une meilleure mémoire. Et la question c'était, vous êtes 8 dans l'équipe, c'est ça? Parfois 9. 8 dans l'équipe, parfois 9. Combien de femmes? Et en fait, combien y a-t-il de femmes? Alors, 3. ouais, c'est ça. 2 à 3. On a notre directrice de On est prod. tous morts de rire parce qu'il y a une question qui est arrivée. C'est votre maman, C'est ma Axel, maman. qui est connectée, qui nous dit « T'es beau, mon fils !» C'est très sympa. Elle est partout. Elle est Madame Elle est partout, la ouais. tuada, il faut arrêter de faire ça. Madame Latuada, Madame Latuada. C'est cela tout de suite. On vous recommande de voir l'épisode sur la mer, qui arrive viendra très bientôt. bientôt. Bon, il n'y a que 2 nanas en fait dans votre équipe. Non, il y en a c'est 3. ça. Il y a notre directrice de prod, on a notre comédienne et depuis peu, on a une costumière qui nous file des coups de main sur les projets. Bon, vous allez améliorer tout ça, vous savez très bien. Enfin, en plus, c'est pas à moi de le démontrer. Il y a une série donc sur les femmes, mesdames et messieurs. Les femmes, c'était le premier épisode d'ailleurs, je crois, Oui. qui a fait je sais pas combien de millions de vues. C'est ça, un million quand Oui, même. oui, on doit être à 3-4, je pense. Alors, Ouais. plus que ça. Non, mais en fait, il y a... Qui a été sur-rediffusé pendant la journée de la En vrai, de la- alors ce sont des de- vues Facebook, donc on sait que c'est pas des vraies vues, mais en 5 jours, on a fait 10 millions de vues avec cet épisode. Ouais. Donc Et ça, là, aujourd'hui, c'est- c'est à 40 et millions. je crois, pense un que truc les comme fans ça, peuvent donc, vous dire merci. On va envoyer tout de suite les ingrédients. On va analyser les ingrédients de la série. Vous allez voir, on vous a fait une petite sélection d'extraits dans 5 épisodes. I don't want to set the world on fire. Je voudrais juste revenir sur un... J'aimerais bien appuyer sur un truc agaçant. Le bonheur. Salut, c'est facile à dire. Si mon objectif c'est d'être riche et que j'ai pas d'argent, comment je fais avec tes théories à la con? Tu n'as pas compris. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Oh mon Dieu, je vais mourir. Tu crois tellement que t'es célèbre que tu te la pètes sur YouTube. Moi au moins je fais chier personne, je me la pète pas dans des vidéos. Bande-toi les yeux et cours très vite dans une forêt. Tu m'envoies les résultats de l'estime de soi s'il te plaît? Merci. 2 sur 10. T'es pourri? Mais il rêve de devenir quoi en ce moment, attends? Un tabouret. Alors je dis pas que c'est pas faisable, hein. Oui, c'est le cerveau, j'écoute. Sur quoi on porte son attention aujourd'hui? Bouge pas. Ah bah tiens, ça c'est le sens de sa vie, ça l'intéresse ça? Léonard, viens ici. Qu'est-ce que c'est ça? 3 sur 20 en maths? Tu sais combien j'avais en maths moi à 6 ans? Et puis tu arrêtes de gribouiller comme ça sur tes devoirs, hein. Le papier ça coûte cher. Ok Jean-Mi, ça c'est ton parachute. Chef, il y a Jean-Mi qui est parti chasser le mammouth avec un parachute, qu'est-ce que je fais? Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde s'en fout. Non, Axel, vous le dites tellement bien, ce « et tout le monde s'en fout ». J'aimerais savoir à quoi ça fait référence, ce « et tout le monde s'en fout Ça fait référence à Alexandre Astier en fait. ». Ah, Oui. le fameux. Ça Donc, vient, Alexandre ça Astier. vient de l'exoconférence. Ouais. En fait, la série est plus ou moins née comme ça, c'est-à-dire que je l'avais montré à Fabrice Exoconférence il y a plus d'1 an maintenant. Extraordinaire. Oui, tout à fait. Bon. Et puis je débarque un jour, je lui dis ah, tu veux pas qu'on fasse une série où parce qu'il faisait ses études de neurosciences appliquées et Oui. tous les jours il venait et il me disait des trucs de dingue et on se disait mais c'est fou, personne n'en parle en fait. Tout le monde s'en fout. quoi. Je disais ça à chaque Ça fois. revenu. Et je lui dis viens, on se filme dans ton canapé et on discute de ça et puis on appelle ça et tout le monde s'en fout. Et moi il m'a dit non. Parce qu'il Oui, il commence toujours par dire non, c'est commence ça? toujours par dire non. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Non, il dit toujours oui et. Pas tout le temps. Dans la série, il y a aussi un ingrédient qui est très important, qui sont les questions, enfin, les questions que vous posez aux gens. Finalement, vous en parlez un peu partout, mais vous dites que c'est de l'art de la maïotique. C'est quoi la maïotique, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler? Alors, c'est une pratique philosophique Qui est vieille, hein, qui est qui ancienne. remonte à l'Antiquité. C'est Aristote et Platon, en fait. C'est l'idée de, au lieu d'imposer une idée de l'extérieur, de la faire naître, en fait, chez la personne par le travail de la question. Mais c'est de la Parce que ce qui manipulation, est dingue, alors. c'est que si je vous pose une question, neurologiquement, votre cerveau ne peut pas s'empêcher d'y répondre. Ouais. Vous Et ne on pouvez essaie. pas. essayer. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous vous trouvez belle? Répondez pas.
En fait, la réponse, elle vient automatiquement. Et elle est émotionnelle, cette réponse. Et cette D'accord. réponse, c'est une connexion neuronale. C'est comme si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose. Et immédiatement, il y a une image d'éléphant rose Ah qui ouais, apparaît. ça y est. Voilà. Donc en fait, cette technique de maïeutique vous permet d'éveiller l'intérêt de l'internaute, c'est ça, c'est sur ça. les sujets auxquels peut-être il s'en fiche complètement. C'est Le ça. but de Tout le monde s'en fout, Ouais. c'est qu'on arrête de s'en foutre. Hein. Donc après, c'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas le propos, c'est juste de se poser des questions. Ok. On n'est pas là pour convaincre les gens, on est juste là pour mettre des coups de pied dans la fourmilière. Hein, pour, Pour créer des connexions neuronales. Et on parlait tout à l'heure d'empowerment. En fait, la maïeutique, c'est la version 1.0 de l'empowerment, c'est-à-dire c'est la personne elle-même qui est en possession de son raisonnement, de son évolution psychologique sur n'importe quel sujet, et on n'est plus dans une démarche verticale en fait, on passe à quelque chose de beaucoup plus horizontal. Ouais. Et c'est tellement le 21e siècle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit acquérir soi-même des compétences et se former tout au long de la vie. Et les neurosciences, quand même, les progrès en neurosciences nous apprennent que notre cerveau est complètement malléable jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Tout à fait, plastiquement parlant. Ouais. Ouais, tout Ouais. à fait. On prend une petite question. Avez-vous l'impression que la bienveillance est en voie de disparition, nous demande Guylaine. Qui veut répondre? Moi, je pense que pas vraiment. Alors, c'est mon approche, pas vraiment, non. Au contraire, elle est en voie de naissance. Moi, je crois aussi. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, bien plus qu'un discours philosophique et un peu niaiseux, la bienveillance, ça devient quelque chose de plus en plus pragmatique. Ça devient C'est-à-dire un outil, qu'aujourd'hui, C'est pas d'un une point de vue- philosophie? C'est pas juste une À philosophie? l'origine, oui, mais aujourd'hui, Ouais. justement, en neurosciences, on se rend compte que c'est pragmatiquement beaucoup plus rentable, si j'utilise vraiment des mots comme ça, de travailler avec bienveillance avec son environnement que de travailler dans une idée justement de management ou de contrôle. Moi, je pense que le monde en fait de l'entreprise, pour répondre un peu à ce sujet, La problématique du jour. vraiment commencera à basculer dans la bienveillance définitivement le jour où on aura fini de former des managers et où on sera capable de former des leaders et de faire la différence entre ce rôle et l'autre et de comprendre qu'à l'intérieur d'une entreprise, les deux sont extrêmement importants comme deux poumons. Et que s'il y en a un des deux qui n'est pas à l'intérieur, l'entreprise se casse la gueule. Ouais. Et de comprendre que ça n'est pas du tout le même travail, pas du tout la même orientation, pas du tout la même attitude, pas du tout la même posture. Le leader, justement, une de ses fonctions, c'est de veiller en fait à ce que la bienveillance circule dans les rapports humains en fait entre les différents collaborateurs, lui et voilà. Donc les meilleurs managers, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont compris, qui se sont Tout à fait. formés à la bienveillance, on peut dire C'est ça. ceux qui arrivent à incarner en fait, et inspirés par ce qu'ils sont et pas par ce qu'ils disent, et pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont, Ce qu'ils doivent faire. Mais qui on- représentent en fait leur entreprise. Et pour pas rester complètement abstrait, hein, de quoi on parle? Encore une Vous fois, êtes on abstrait, parle Fabrice. d'empowerment. Non, mais quand Je on peux dit être encore bienveillance, c'est pas toi qui es abstrait. Le terme bienveillance peut paraître abstrait et un Oui. peu vaporeux. Un peu gnangnan surtout. Et en fait, concrètement, la première étape, c'est redonner en fait aux salariés, par exemple dans le cadre d'une entreprise, la main mise sur lui-même, sur son développement, sur son investissement dans la boîte. À l'échelle du marché des entreprises comme à l'échelle du monde, en fait, c'est probablement un projet de société qui est incontournable pour l'avenir. On arrive à des niveaux d'hyper-concurrence, à la fois entre les groupes humains au niveau du monde pour les ressources, mais aussi au niveau des entreprises sur les marchés, qui font que aujourd'hui, un nouveau besoin, c'est créer de l'adhésion du public, par exemple, à une entreprise pour ses valeurs éthiques, pour son Énorme. investissement social. Énorme besoin, ouais. Voilà, pour sa responsabilité vis-à-vis de la société. On le voit très régulièrement avec des entreprises, par exemple dans l'agroalimentaire, avec l'affaire Lactalis, Ouais. que c'est devenu cardinal en fait pour le public et que l'irrespect vis-à-vis du public, la dissonance cognitive qui s'installe comme ça, Qui peut s'installer entre un groupe d'actionnaires qui poursuit certains objectifs et des salariés fait. qui, eux, sont complètement sincères. Mhm. Je ne dis pas que les actionnaires ne sont pas forcément sincères, mais c'est ce qui s'est en tous les cas produit dans cette affaire, qui veulent de la qualité, qui veulent faire de la qualité, mais on ne leur permet pas de le faire. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises qui marchent le mieux au monde Ouais. sont quasiment toutes en train de revoir complètement leur structure de fonctionnement avec une prise en compte comme ça du bien-être, du développement de tous les salariés de l'entreprise à tous les niveaux, que chacun puisse s'accomplir en fait, parce que c'est ça l'objectif. On s'aperçoit qu'une personne qui s'accomplit est performante en Ouais. fait. C'est là qu'elle se dépasse, c'est là qu'elle prend des risques, c'est là qu'elle va au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'elle. Et sur Cadre d'emploi, par exemple, on suit beaucoup les entreprises qui sont en pleine transformation et libération de leurs salariés pour ce type de vertu. Fabrice, vous regardiez votre grimoire là, Oui, c'était tout pour à l'heure. être, Vous vouliez compléter peut-être avant que je Tout à prenne une fait, je vais donner question. un exemple très concret.
qui est très très répandu dans le milieu de l'entreprise, c'est le burn-out. Oui. C'est quelque chose dont tout le monde parle tout le temps, et moi j'ai beaucoup de clients en coaching qui viennent pour des questions de burn-out. Bah oui. Le burn-out, en fait, ça se déclenche quand il y a deux paramètres qui s'accumulent. C'est quand on a le sentiment de ne plus être utile, et qu'en plus on a le sentiment de ne plus être aimé. Quand on a l'accumulation d'utilité, qu'on manque d'utilité, de manque d'amour, à partir de là, on crash, on tombe en burn-out. Donc déjà pour éviter le burn-out de ses employés, quand on comprend que neurologiquement il y a ce besoin en fait dans le travail, on n'a pas d'autre choix que d'appliquer une attitude bienveillante vis-à-vis de son employé. C'est pas une question de philosophie, c'est juste de la mécanique en fait. Si vous voulez que votre employé par exemple il s'améliore et que vous l'estimez dans votre tête à 2 sur 10, et que vous voulez qu'il arrive à 10 sur 10, vous avez tout intérêt à aller le voir et à le complimenter de son 2 sur 10. À lui dire que c'est le plus beau 2 sur 10 en or massif que personne ne pourra jamais avoir. Et que son 2 sur... Mais non, justement pas, parce que ça, votre employé va le savoir, et ce ne serait pas bienveillant, ce serait manipulatoire. Donc il faut arriver à trouver en vous-même, en fait, la sincérité de reconnaître que ce qu'il arrive à faire, c'est le mieux qu'il puisse faire. Et parce que vous allez le soutenir dans ce qu'il fait, pour lui, ça va être très simple de passer à 3 sur 10. Son 2, il est tellement beau qu'on dirait presque un 3. Ouais. Donc avec un tout petit effort, allons-y. Ce que vous dites, Axel, c'est effectivement voir ce qui est, pas ce qui manque. Ouais, c'était exactement ce que votre personnage faisait avec le verre à moitié. C'est ça. C'est vraiment ça, ce qu'on retrouve avec l'éducation bienveillante à l'école. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur les systèmes de notation, sur le fait de dire à son gamin « tu ne comprends rien, tu es un idiot, tu n'y arriveras pas ». C'est le meilleur moyen de le garder à 2 sur 10. Voilà. Et idem en entreprise, avec des entreprises justement qui ont abandonné les systèmes d'évaluation extrêmement bornés. Complètement. On prend une petite question. Comment arrivez-vous à vous mettre d'accord sur un thème à aborder ? De manière assez simple. Bah, en fait, c'est au bras de fer, non ? On est déjà d'accord avant, j'ai l'impression, de façon assez spontanée. Donc en fait, on n'a pas. C'est plutôt le contraire en fait. C'est qu'en fait, on est tellement d'accord sur tous les thèmes qu'on voudrait aborder que la vraie difficulté, c'est d'arriver à les choisir et à dire on est tellement d'accord sur tout ça que on ne peut pas tout dire. Donc on n'a que 20 épisodes dans une série, dans une et en saison. fait, j'ai l'impression que vous êtes une espèce de triangle où chacun peut jouer le contre-pouvoir de l'autre. À tout moment, ça tourne. Oui. Ben, on essaie d'appliquer ce qu'on dit de faire dans notre trio, donc on est bienveillants les uns envers les autres, on n'a pas d'ego, ou alors très peu, on a de l'ego, mais on ne le met pas en avant, on écoute les arguments. Un truc important à comprendre quand on travaille en groupe, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, ça c'est une croyance qu'il faut abandonner absolument. Il y a des idées qui fonctionnent, il y a des idées qui ne fonctionnent pas. Le fait de changer juste ce mot, en fait, ça pousse votre neurologie à aborder les choses de façon complètement différente. Et c'est ce que vous appliquez quand vous travaillez ensemble. Il n'y a plus de notion de jugement en fait. Si mon idée ne fonctionne pas, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est pas parce que je suis mauvais, etc. C'est parce qu'elle ne fonctionne pas dans un cadre qui a été donné. Et si je pense qu'elle fonctionne, ben je l'argumente. Mais je sais que je vais être écouté. Donc là, on peut être à l'écoute. C'est très clair. Je reviens sur les ingrédients qu'on a vus dans la série, parce que j'ai encore plein de questions. Je ne sais pas si les internautes vont les relayer. Pourquoi vous mangez tout le temps ? Alors, ça accroche l'ombre des gens. Banane, en fait, le personnage, il a été déduit du principe de l'ombre. Mais justement, c'est pour ça qu'on le fait. C'est parce qu'on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à faire dans la vie que ce personnage pourrait faire, et donc accrocher les gens, accrocher l'ombre, c'est-à-dire soit fasciné, soit énervé. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ça, l'ombre ? Alors, c'est un concept qui vient. Je vais faire l'intello 2 minutes. C'est un concept qui vient de Jung. Pas 2 minutes, c'est trop long. Beaucoup moins de temps que ça. Donc, ça vient de Jung. Techniquement, c'est tout l'ensemble des choses que vous vous interdisez de faire quotidiennement parce qu'elles n'ont pas été mises en valeur, on va dire, dans votre éducation, dans votre culture. Par exemple, parler la bouche pleine, se mettre le doigt dans le nez durant une émission de télé, mettre une gifle à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Tout ça, c'est de l'ordre, normalement, ça dépend des gens évidemment, mais normalement, c'est de l'ordre de l'ombre. Donc, c'est quelque chose qu'on garde dans son ombre, qu'on s'interdit. Okay. L'idée, c'est que... C'était mettre des pantalons quand on était une femme, c'était même beaucoup plus simple. Bref, quand vous êtes face à quelqu'un d'autre qui fait quelque chose que vous vous interdisez, vous avez 2 façons émotionnelles de réagir. Soit vous êtes fasciné, et ça c'est le syndrome du fan, parce que vous avez l'impression, oh mon Dieu, il fait un truc que moi je pourrais jamais faire, c'est génial, et donc si je vais avec lui, je vais participer un petit peu de ça. Ou alors vous êtes en rejet. Ah non, mais ça vraiment c'est dégueulasse, les gens ils font pas ça, etc. Dans les 2 cas, en fait, vous obtenez en fait une émotion qui est très forte et qui est presque incontrôlable. Et c'est ce que vous voulez susciter alors ? C'est ce qu'on fait avec le... En fait, comme on est sur
sur une économie qui est YouTube et qui est Internet et qui est extrêmement dense pour arriver en fait à attirer l'attention des gens. On a absolument besoin de générer beaucoup d'émotions très forts. Ouais, c'est ça. Et donc on a étudié tous les mécanismes en disant ok, on va accrocher l'onde des gens. Donc soit les gens vont adorer, techniquement on va voir, on ne savait pas que ça allait marcher, soit ils vont détester. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est que soit on nous déteste, soit on nous adore, mais pas d'entre-deux. Il y a très peu de Les gens s'en foutent pas. Les gens Voilà, ne s'en foutent pas. les gens Parce que dans ne s'en les deux foutent pas. cas, les gens arrêtent de s'en Ouais. foutre. Et il y a un dernier ingrédient, Marc, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est extrêmement documenté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fiable. c'est Mesdames et magnifique. messieurs, c'est fiable. Et c'est ça, en fait, qui est génial dans votre série. Bah, c'est primordial. Voilà. C'est-à-dire que c'est un combat contre les fake news. Alors, voilà, moi je suis de cette catégorie de journalistes qui ne croient pas à l'objectivité journalistique, mais à l'honnêteté intellectuelle. Je pense que c'est le C'est maximum de ce vachement qu'on peut différent, attendre. ouais. Et du coup, on sait très bien qu'on est subjectif dans nos épisodes. On a des choix, des partis pris, on a des angles. Ce sont nos opinions, Voilà, finalement. un propos qu'on vient d'expliquer d'ailleurs pendant assez longtemps, qui est assez particulier. Mais par contre, tout ce qu'on dit, on essaie de l'étayer avec des éléments qui répondent à l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que ça ne repose pas C'est pas de la manip. sur du vide. C'est pas de la manip. Tout ce que vous alignez sur ce qu'on a vu dans les épisodes, hein, c'est finalement vous êtes allé chercher ça dans l'histoire, dans les sciences, dans les dernières trouvailles neurologiques, etc. quoi. La philo, la physique, la bio, Philo, ouais. ouais. Vraiment tous les Et on sujets. crée ouais, des liens, c'est- on essaie de créer des liens nouveaux entre les choses qui existent en fait. Ouais. C'est ça le but, c'est ça la création. Ah, vos séances de travail, ça doit être merveilleux. On en parlait hier. C'est Ouais, passionnant. Comment Hier, ça on en Ouais. parlait hier, on a passé une journée à écrire un épisode, ça nous a pris 6 heures, 7 heures. C'était sur quoi On n'a pas le droit de le dire. ou pas Ça va peut-être changer le titre, on ne peut Ça pas fait le un dire teasing. parce que souvent c'est à la toute dernière seconde qu'on choisit les titres et donc il est possible que je vous donne une information qui va changer. D'accord, mais je rappelle à nos internautes que les titres sont super courts. Hein. C'est la vérité, Ah oui, les ouais, faits, ouais, les tout à faits, fait. Donc en fait, vous pouvez changer au dernier moment. Ouais. Mais ça veut dire que ça change d'angle. Selon l'angle. Ouais. Ouais, donc en fait, vous tombez les matériaux, tout ce que Ouais. vous voulez dire, et à la Ouais. fin, une fois que Ouais, par exemple, là, on a passé toute une journée à travailler sur un angle Ouais. et à la fin de la journée, on s'est dit non, il faut prendre un autre angle. Donc on va D'accord. recommencer. Ouais, c'était quoi hier C'était la foi. La foi. Mais ça s'appellera pas la foi. Ouais. Et peut-être que ce ne sera pas ça. C'est Vous le ça. prendrez par un autre bout de C'est la ça. pelote. Exactement. Exactement. C'est ça Exactement. Exactement. Ok. Et donc vous parliez justement de la façon dont vous travaillez, Ouais. et vous vouliez dire quoi à propos de ça? Je vous disais que Mais qu'on c'était... était en permanence en nouvelle connexion neuronale pour le coup et ça c'est bien pour nos vieux jours. Je me dis. Et on se demandait si ça s'apparentait pas finalement à ce que pouvaient vivre au XVIIe, au XVIIIe, les cercles, comme on dit, les cercles de penseurs qui se prenaient la tête sur des trucs comment est-ce qu'ils métaphysiques faisaient, en complètement fait. hallucinants dans des salons pendant exactement pareil pendant 6 heures, puis à éprouver des concepts sous tous les angles pour voir s'ils tiennent. Et une fois qu'ils tiennent, on commence à faire un bouquin, puis un bouquin pour démonter celui qu'on a fait. Et puis... En fait, On apprend énormément de choses. c'est intellectualiser les choses, ouais, mais ouais. en action. C'est-à-dire qu'après, vous en C'est faites ça. quelque chose. Quoi. Ouais, Ça- ouais. ça Avec la s'arrête pas possibilité sur- de remise en question permanente, c'est ça Ouais, surtout ce qui est important. très beau aussi. Et une effectivement. variété folle. Les Ça- Inrocks disent de vous que vous vous attaquez à la bêtise contemporaine. Qu'est-ce que Merci, vous a fait les la Inrocks. bêtise Qu'est-ce que vous a fait la bêtise? La bêtise en entreprise aussi. C'est hein. notre ombre. C'est notre ombre. Clairement. Elle est en train de détruire le monde, la bêtise. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas sûr que vous n'êtes pas bête? Après tout, c'est peut-être vous les bêtes. Ah, on est peut-être bête. ouais. Peut-être, totalement. Il y a Ah, beaucoup de mais- gens qui le pensent d'ailleurs. hein. Après l'épisode de la Magnifique. vérité, on nous a dit ah mais en fait Magnifique tout ce que vous nous dites réaction non c'est pas la violente, vérité. mesdames et messieurs, vous avez une magnifique réaction non violente à une attaque de ma part. Ouais, vous êtes forts. hein. Non, C'est une possibilité. Non, mais c'est vrai. Si c'est Pour la pas- bêtise, si ça on est- n'existe on pas, est- on peut pas être crédible en fait. On est tous d'accord qu'au vu de l'actualité. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. Ouais, hein, c'est j'ai sûr. envie de Mais dire. bon, là, vous vous attaquez à la bêtise parce que vous pensez que ça fait des ravages, Bah, notamment dans notre On vie pense de surtout que c'est citoyen. évitable. Oui, Ah, C'est voilà. que c'est pas, Mais c'est ça aide c'est pas, l'espoir. c'est pas une question génétique, c'est Ouais. pas une condition de base en fait la bêtise. Et la bêtise, encore, Ça veut moi, rien c'est un dire. terme que j'aurais pas employé comme tel. Parce Ouais. que, enfin, quand on emploie dissonance cognitive, qui est un terme un peu barbare, c'est pas pour rien. C'est pas exactement la même Il chose. n'y a pas de notion de jugement Ça claque. dedans en fait. On est né dans une société qui porte des œillères, de fait. On est né dans les années 80, on a grandi dans les années 90, enfin Fabrice, fin des années 70. Mais c'est- Donc on a vu le monde de la prospérité. On a grandi avec comment dire, une idée qu'on vivrait ça, et en fait non. À partir des années 90-2000, on s'est rendu compte que non, pas du tout, et voir qu'on va vivre l'inverse. Aujourd'hui, c'est mesuré scientifiquement, les gens de nos générations vivent avec moins de ressources,
que nos parents, que les gens, les 68 arts, comme on Ouais. dit par exemple. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Les données de l'écologie nous le montrent aussi. Et ça, c'est le fruit des œillères, en fait. C'est parce qu'on a un monde qui continue à avancer aujourd'hui à des niveaux de consommation, avec un rapport à lui-même qui est un peu négatif, en tout cas, qui risque de ne pas fonctionner à court terme. Vous essayez de libérer, en fait. Vous essayez de libérer les gens. On essaie de faire prendre quelque conscience. chose. De faire conscience. En coaching, on appelle ça réaligner les gens. Réaligner. C'est-à-dire faire en sorte que ce qu'ils pensent être soit cohérent avec ce qu'ils croient, et que soi-même soit cohérent avec ce qu'ils font, et que ceci soit cohérent avec leur environnement, pour résumer, et que tout soit cohérent. La dissonance cognitive, c'est vraiment quand vous êtes désaligné, c'est-à-dire que votre identité ne correspond plus à ce que vous croyez, qui ne correspond plus à ce que vous faites, qui ne correspond plus, et à partir de là, on pète les plombs. Et souvent, c'est ce qui déclenche la radicalisation. C'est un système qui, soit on s'en fout et on reste dans la dissonance cognitive, soit on le prend dans la gueule et quelqu'un on se radicalise. Voilà. Mais la radicalisation, encore une fois, pour ramener à nos sujets, Oui, pardon, mais on est dans le sujet, Mmh. puisque la radicalisation, c'est effectivement politique, ce qu'on voit partout dans les médias, mais c'est aussi dans l'entreprise. Bien sûr. C'est-à-dire Tout à fait. croire à tout craint que, par exemple, les open space, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Vous avez sans doute d'autres exemples. Ah, Croire tellement. à tout craint que quelqu'un qui a dépassé 45 ans n'est plus du tout utile à la société, croire à tout, etc., etc. Enfin, ce sont des croyances, il y a énormément de croyances en entreprise. Vous allez vous y attaquer ou pas? Pourquoi Ah, pas, c'est ouais, avec croyance. le On l'a temps, fait sur le sexisme. on commence, on Exact, commence, on ouais. l'a fait sur le sexisme. Sur le en sexisme en entreprise, entreprise, ouais. Sur les salopes aussi. Voilà. Ouais, Parce tout à que fait. sur les salopes, voilà, on voit aussi dans les entreprises des nanas super sapées et les remarques qu'elles prennent, c'est incroyable. La jalousie, enfin, d'une manière générale. En France, on est un pays où la réussite suscite beaucoup de tensions, suscite de la jalousie, parfois même des pièges, des entraves. Là où dans d'autres cultures, je pense à la culture anglo-saxonne, on dit souvent que la réussite, les gens se mettent derrière pour en bénéficier. En France, on met des barrières pour pas que ça fasse de l'ombre. C'est d'autres approches. Et on n'aime pas trop l'échec non plus, donc il faut Voilà. faire des choix, les gars. Et c'est compliqué. Pareil, l'échec est condamnatoire. Enfin, il y a tout un tas. La radicalisation, elle peut venir aussi au niveau des employés, on le disait. Parfois, une personne qui a été laissée en souffrance extrêmement longtemps, elle peut se transformer en véritable bombe à retardement au sein d'une entreprise parce qu'on s'en est pas occupé, parce qu'elle a sombré elle-même dans une Dans le dissonance côté cognitive obscur. tellement forte que ça peut créer des catastrophes. Avant-dernière question, je voudrais comprendre pourquoi vous avez choisi ce personnage. Comment vous le décririez, ce personnage? Encore une fois, il a été déduit en fait de. Parlez-en 2 secondes, parce qu'il est au fond de sa cave, en fait. Ouais, Il nous c'est parle un- du fond de sa cave. C'est un C'est hacker, un quoi. C'est geek, quoi? ouais, c'est un geek frustré, malheureux, qui ne comprend rien à ce monde. Il est vraiment l'incarnation de tout ce qui est profond en nous. Mais il n'est quoi. pas méchant. Ah, pas Non, du il n'est tout. pas méchant, il est même un peu peureux. Il est peureux, ouais. Il est courageux, il est au Parce fond que de nous, sa il ne serait cave. pas derrière sa caméra. C'est en Mais fait il est c'est hargneux, quand Il est même. hargneux, ouais. c'est une caricature de ce que sur Internet on appelle les social justice warriors, les combattants de la justice sociale. C'est-à-dire le type qui va rester jusqu'à 5 h du matin sur un forum parce que quelqu'un a tort sur Internet et qui va absolument résoudre les torts. Finalement, en fait, il fait un miroir à beaucoup des gens aussi qui regardent la série, qui souvent sont pas contents et qui s'énervent en disant mais pourquoi est-ce que vous nous parlez aussi mal, pourquoi vous nous faites la leçon. En fait, c'est parce que c'est une caricature de ce type d'approche. L'adulte dans son bon droit. C'est exactement Ouais. ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. J'ai raison, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, après, il faut comprendre aussi que le mécanisme d'humour, il fonctionne sur ce paradoxe. C'est que c'est quand même quelqu'un qui vous crie dessus en vous expliquant qu'il faut être bienveillant. Donc, voilà, et il faut comprendre aussi qu'il qu'il y a d'aller tout- courir dans une forêt avec les yeux Exactement, bandés. voilà, c'est ça. Avec un Donc il grand faut sourire. comprendre que, après ça c'est un humour qui est très français, hein. Ouais. C'est l'humour de la colère, et ça vient de Louis de Funès, bien avant nous, et après Alexandre Astier dans Le Roi Arthur, dans Camelot, puis et tout le monde s'en fout aussi, et plein d'autres choses. C'est l'humour de la colère du gars qui pense toujours être entouré de cons et que lui a mieux compris. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que tout le monde s'en fout à la base. Pour nous, même si ça paraît pas comme ça, c'est une fiction. C'est-à-dire que ça n'est pas Axel en fait. c'est Ce n'est important, aucun c'est de nous. important de le Oui, c'est une rappeler. fiction, ok. Pour votre vie pour moi, c'est sociale important. aussi, Voilà, hein. c'est-à-dire c'est que gentil de- Axel, il ouais. n'est pas comme ça dans la vie, c'est quelqu'un de Ah bon gentil, voilà, de respectueux et tout ça. Et donc, en fiction, quand on écrit en fait des scénarios, souvent on travaille sur les défauts d'un personnage. Parce que ce qui va raconter l'histoire, c'est comment est-ce que ce personnage va se rendre compte de ses défauts, comment est-ce qu'il va réagir quand il va être face à ça, et qu'est-ce qu'il va en tirer. Et ça, c'est l'histoire.
Et donc on étudie sur un truc sur Tout le monde s'en fout qui avance très 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 lentement et en sous, que c'est pas le centre de la série, mais c'est quand même un personnage qui évolue. Donc c'est une série qui aura une fin, avec un début et une fin qui a déjà été pensée aujourd'hui au moment où on parle. En fait. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a tellement de défauts. Parce que plus Ok. il a de défauts, plus il va apprendre quelque chose sur lui-même. Et plus en fait on va pouvoir transmettre le message en le faisant ressentir et pas en l'expliquant. Et c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'un spectateur s'attache à un personnage et puisse s'identifier. C'est pas le fait que le personnage lui ressemble ou ait la même vie que lui ou pas, c'est juste le Si fait on qu'il pouvait souffre. transmettre ça aux autres, à tout Ouais, le monde. voilà. quoi. C'est juste à partir du moment où le personnage souffre et évolue, on s'attache à lui et on s'identifie. Point barre. C'est un peu de la mécanisme. catharsis, hein. Tout à fait. C'est aussi Ouais. ce mécanisme-là qu'on Complètement. retrouve. Dernière question. Votre série, vous en serez content si elle a un impact sur les gens. Je le dis un peu à votre place, mais et quel type d'impact vous mesurez aujourd'hui? Comment est-ce que les gens réagissent à votre série? Comment ils vous le disent? Vous avez Alors, des exemples? On a beaucoup de témoignages. Ne serait-ce qu'au quotidien, on a des merci qui déboulent par message, Facebook et tout. Rien que ça, déjà, c'est fou. Et vous avez changé la vie des gens? Selon certains témoignages, oui, il y a des gens qui ont fait des vraies actions, en fait, qui ont posé des choses, qui ont quitté leur travail pour aller... une nana qui m'avait dit, voilà, j'ai quitté mon travail après votre épisode sur l'eau pour rejoindre une association qui essaye de donner accès à l'eau potable en Afrique, quoi. Après, notre producteur qui était là hier, à un moment, il est venu me voir, il m'a dit n'oublie jamais que t'es pas là pour changer le monde. Et pourquoi il vous dit ça? Quel parce que- rabat-joie? Non, je vais aller jusqu'au bout, parce qu'il a raison. N'oublie pas que tu n'es pas là pour changer le monde. N'oublie pas que le monde, il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi pour changer déjà. Et n'oublie pas que tu pourras changer le monde tant que tu ne seras pas là pour faire ça. C'est-à-dire, juste sois là pour faire ce que tu aimes. Fais ton travail vraiment. Ce qui est important dans Tout le monde s'en fout, c'est que C'est le ça plaisir. change la vie des gens ou pas, en fait. C'est vraiment, sincèrement, quelque chose qu'on a sur les tripes. Et c'est un discours qu'on porte vraiment sans hypocrisie, en fait. Vous voyez, je veux dire, même dans le quotidien, entre nous, dans le travail, tout le temps. C'est quand même le reflet de votre engagement. Voilà, exactement. Donc, ce qui peut changer effectivement le monde, c'est pas tant le fait qu'on veuille le faire, en fait. C'est pas notre prétention à vouloir le faire. C'est juste qu'on le fasse. Vous voyez la différence? Enfin, Yes, c'est je surtout vois que les très gens bien. le fassent. Et que les C'est-à-dire gens le que fassent, les gens le mais qu'on fassent, puisse ouais. l'incarner en fait, en Ouais. vrai. Et donc qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et pas quelque chose qui a pour objectif qu'on ait du succès. C'est que ce qui les a fait gens le aient- succès du premier épisode, C'est- c'est qu'on n'a pas cherché à l'avoir. En fait. Ouais. On a juste Vraiment. parlé de... C'est exactement les conseils qu'on peut donner aux personnes qui cherchent un travail. Tout à fait. Elles cherchent un boulot qui Ouais, qui de les leur dire anime que leur plutôt que excellence, de elle est dans chercher leur l'utilité, plaisir. ouais. Voilà, leur excellence est dans le plaisir. C'est ça. Une dernière question de Floriane. À quand la création d'un site, et tout le monde s'en fout, ouvert au débat sur les thèmes évoqués dans les vidéos? C'est pas mal comme idée, ça. Et c'est une réflexion. C'est une réflexion? Ouais, on l'a évoqué plusieurs fois. Après, Il y a c'est- beaucoup de débats sur les réseaux sociaux oui. déjà qui sont ouverts. Il y a eu des forums ouverts par des gens sur des épisodes. Il y a des vidéos faites sur nos vidéos, de Ouais. mecs qui râlent, Ouais. qui Ouais. prennent tout mot à mot pour tout décortiquer, dire c'est n'importe quoi, tout ça. Donc, Moi, je vous sens heureux ouais. d'avoir fait ça, c'est bah, clair. ça a changé nos vies. Ça a changé nos vies, ouais, vraiment. À défaut d'avoir changé le monde complètement, Ça a un changé petit peu, notre monde. déjà notre vie a changé. Et ce qui rend heureux, c'est qu'on s'est dit, tiens, ça a changé notre vie et on l'a fait avec du plaisir, avec des amis, juste pas en cherchant à savoir ce qu'il faut faire, en fait, juste en faisant ce qui était facile pour nous et ce qui nous procurait du bonheur. Et donc c'est une super bonne nouvelle, en fait. C'est une super bonne nouvelle. Ouais. C'est possible. Ouais. C'est un message Axel et moi, ça positif. fait 10 ans qu'on est réalisateurs, hein, Ouais. déjà, plus de 10 ans. On a essayé par tous les moyens Ouais, de faire des trucs, de créer des percer, trucs. de faire des trucs. Et à partir du moment où on était dans une intention de l'obtenir, rien. On rame comme des tarés. Le seul jour où déjà on a mis de côté l'ego, on a fait de l'intelligence collective, et on s'est dit, viens, on s'en fout, on fait un truc simple. Ouais. Mais vraiment simple. Genre, je te filme, tu dis des trucs qu'on pense et point, tu vois. Et ben c'est le jour où on a eu le plus de résultats. Pourquoi? Parce que justement, c'est la chose la plus alignée qu'on ait faite, en fait, Mais qui ça pour tombe nous, bien en fait, parce est que le plus vous avez simple. utilisé toutes les compétences que Voilà. vous aviez accumulées avant. Quoi. Exactement. Ouais. Si tu fais ce qui est facile pour toi, tu es un expert. Hein. C'est C'est ça. pas plus compliqué que ça. Un expert pertinent. La facilité, c'est votre expertise. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir quand vous cherchez du travail, que vous êtes dans un moment un peu creux de votre vie. Les gens ont souvent l'impression que s'ils vont souffrir suite à une action, qu'ils vont faire donc un effort, cette action, elle va avoir plus de valeur pour eux. Donc ils vont aller chercher la complexité, le ceci, ils vont essayer de dire « Ah, il faut que je m'améliore, donc il faut que je fasse des choses que je ne sais pas faire, etc. » Alors que neurologiquement, ce qui vous semble facile, c'est obligatoirement le domaine dans lequel vous êtes experte Eh oui. ou expert.
c'est parce que vous êtes expert que ça vous semble facile. Donc il vaut mieux en fait commencer par des choses qui vous semblent très faciles et apprendre à les améliorer en fait, plutôt que de mettre de côté ce qu'on sait déjà faire en disant non mais de toute façon ça je sais déjà faire, je vais aller me galérer plutôt là-bas pour essayer de combler mon vide et donc de voir toujours ce qui manque à l'intérieur de soi et pas ce qu'il y a en fait. Donc l'idée c'est d'utiliser ce que vous avez. Parce que le cerveau, pour pouvoir poser des actions claires et organisées, il a besoin de concret en fait. Il ne peut pas travailler sur du vide. Il ne peut pas travailler sur ce qui manque. Il peut travailler que sur ce qu'il a en fait. Il a besoin de savoir en quoi c'est réalisable et pas en quoi c'est difficile. Voilà, Fabrice est coach, hein, vous l'aurez remarqué. Un coach, ça parle, c'est différent d'un psy. Hein, oui, ça parle. Oui. Je vous conseille d'avoir un meilleur ami coach. C'est pas mal, vous avez découvert ça depuis 10 ans. Ok, dernier conseil. Merci infiniment, longue vie à la série. Merci. C'est sincère, allez voir cette série sur YouTube. Et tout le monde s'en fout, vous le trouvez très facilement via Google, ça remonte très vite. Comment vous vous financez quand même? Vous vendez aux entreprises aussi? Parce que la pub, c'est pas un modèle que vous aimez. Non, on a décidé de ne pas monétiser la chaîne et de ne pas avoir de pub avant, juste par le fait que si on a une pub pour, je sais pas, Nestlé avant notre épisode sur l'eau potable, c'est pas cohérent en fait. C'est pas aligné. C'est pas aligné, effectivement. Donc ce qui se passe, c'est que depuis un an, on a réussi, grâce à notre producteur, à vendre certains épisodes à des organismes comme le SAMU social par exemple, en faisant attention toujours, encore une fois, d'être aligné et que le message qu'on doit défendre dans cette vidéo soit cohérent avec nos... Vous avez fait quelque chose pour la Journée internationale des femmes par exemple, non? Vous n'aviez pas fait... Ah non, c'est la vidéo des femmes. Non, parce que du coup, c'est la vidéo des femmes qui avait été ressortie. Vous aviez fait d'autres choses? On a fait le Synaction, on a fait SAMU social, on a fait un truc le sexisme en entreprise, la défense au volant. La défense au volant, ouais. Pour la MMA, voilà, c'est mine de rien, pour un assureur, c'est important. Tout à fait. Donc on pourrait imaginer que des fassent fassent appel à vos talents d'écriture et de réalisation pour défendre une cause interne. Tout à fait. La com publique de la com interne aussi. Il nous arrive parfois de réaliser des épisodes que le public ne voit pas ou carrément des contenus qui n'ont rien à voir avec Tout le monde s'en fout. Et on a aussi une page Tipeee qui est donc c'est un site qui permet aux communautés d'internautes de financer en fait des projets. Et dès le début, on nous a dit, mais ouvrez-moi, on ne connaissait pas ce truc. Et on a dit, Tipeee, Et c'est les gens qui nous suivent qui nous donnent un petit peu d'argent chacun tous les mois. Ça nous permet d'avoir du matériel, une caméra. En fait, on ne travaille pas à perte. Oui, mais on ne travaille pas. Et on gagne un peu d'argent. On ne va pas mentir un petit peu. Oui. Maintenant, c'est comme ça. J'ai vu votre Rolls là dehors. Voilà. C'est la tienne qu'on a pris, c'est ça. Oui, c'est tout. Ça y est plus. Merci infiniment encore. Merci. On vous invite à voir cette série. À très bientôt.